Rebonjour, et voici notre dernier atelier de ce CX Summit. Merci de rester jusqu'au bout et jusqu'à la dernière intervention. Donc pour cette dernière intervention, je serai seul pour faire cette petite animation, puisqu'en fait on va parler ensemble de digital, intelligence artificielle, automatisation et de la place de l'humain. Donc ça sera un atelier qui fera un petit peu écho aux ateliers qu'on a eus ce matin, par exemple sur la différenciation, l'effet waouh. L'objectif étant tout simplement de vous donner quelques pistes de ce que font certains de nos clients, à la fois au niveau du digital et de l'automatisation, mais également au niveau de l'humanisation, en particulier avec la proactivité, les appels proactifs. Donc je donnerai l'exemple par exemple de Primagaz ou l'exemple de notre client Prévoir. Alors, tout d'abord, quelque chose de vraiment simple, c'est de rappeler une étude qui a été menée par le Salon Stratégie Client, Init Marketing, la marque et Sens du client. Donc, c'est une étude qui a été déjà évoquée tout à l'heure par Marie-Louis Julien, le secrétaire général de la marque. Et en fait, c'était une étude qui était menée auprès des responsables de la relation client pour leur demander quelles étaient vos priorités post-Covid. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment à la fois une notion de proximité client, donc qui est souvent liée avec de l'humain, du relationnel, chose qu'on a vu avec Solimut, par exemple hier, Solimut qui nous disait voilà, on va décentraliser la relation client et puis la centraliser, donc cette proximité, la personnalisation également qui est importante, donc un tiers des gens qui parlent de proximité, les parcours clients bien entendu qu'on voit tout le temps surgir, mais en même temps, à côté de cette proximité client, on voit également de la digitalisation. Donc, au contraire de la proximité, là, on est plutôt sur l'automatisation du self-care. Donc, on a vraiment des enjeux qui sont très divers et qui sont limite à l'opposé entre la proximité et la digitalisation. Et donc, voilà, comment répondre à ces deux antagonismes-là. C'est assez intéressant également de noter que la satisfaction sur le digital peut être moindre. Par exemple, ici, selon l'étude élu service client de l'année, donc celle de l'année dernière, donc vous aurez une nouvelle étude qui sera parue demain soir, que vous pourrez consulter, mais l'étude de 2019 indique que le canal qui apporte la plus grande satisfaction reste encore le face-à-face. Donc être en face-à-face avec quelqu'un qui puisse répondre à ces problématiques, qui puisse adapter la réponse, c'est ce qui apporte le plus de satisfaction. Ensuite, on a des services qui sont plutôt comme le chat, la messagerie et l'email, qui apportent une grande satisfaction. Et au contraire, on a certains services un peu plus digitaux, comme le site internet ou le chatbot, qui apportent en fait moins de satisfaction. Donc quelque part, il faut faire attention. Le digital, certes, peut aider dans certaines situations, mais dans d'autres cas, il faut avoir plutôt du face-à-face. Donc, quelles sont les principales raisons de cette insatisfaction, des limites du digital? Je vous ai donné en fait un exemple avec des chatbots, puisque je trouve qu'il est assez significatif. Dans quelle mesure et pour quelles raisons en fait le digital en fait n'apporte pas satisfaction? Et en fait, le premier niveau d'insatisfaction et le premier critère qui indique que le digital n'est pas adapté, dans le cas des chatbots, mais qui est valable pour tous, c'est tout simplement la compréhension du besoin. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas un conseiller qui est là pour donner du contexte, pour comprendre le contexte du client, le problème de compréhension arrive en numéro 1. Donc, il faut bien sûr, à l'inverse, si on veut mettre du digital, s'assurer que le client va pouvoir bien énoncer sa problématique et la réponse sera bien sûr adaptée. Deuxième chose qui apporte vraiment de la satisfaction au niveau du digital, c'est la qualité des réponses. Donc il faut bien sûr que la réponse digitale, self-service ou pas, permette tout simplement d'avoir une qualité de réponse qui soit suffisante. Je dis souvent lorsqu'on met en place un chatbot, si la qualité des données dans le système d'information n'est pas la bonne, ça ne va pas aller pour le chatbot parce que le chatbot ne va pas pouvoir tout simplement inventer une réponse. Il faut que la réponse soit disponible immédiatement, en particulier pour self-care. Un autre point qui manque également dans le digital, et en particulier pour le chatbot, c'est la personnalisation du contact. On ne veut pas une réponse générique, mais on veut une réponse vraiment personnalisée. Ensuite, il y a la pédagogie de la réponse. C'est clair, c'est bien d'avoir du digital, c'est bien d'avoir du self-care, mais il faut que ça soit compréhensible. Si j'ai une réponse qui est en jargon, si j'ai une réponse avec une procédure complexe à faire, je ne vais pas être content et je vais appeler directement un conseiller. Voilà. Et bien sûr, le professionnalisme et la maîtrise de la réponse. L'autre point également qui est important de noter, et ça c'est quelque chose qui est quand même important avec la digitalisation qui a été un petit peu forcée
avec le Covid, c'est tout simplement la gestion des populations qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Une étude qui a été menée il y a quelque temps au niveau national a indiqué que 23% des Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. C'est ce qu'on appelle maintenant l'électrolisme. L'électrolisme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ont des difficultés avec l'informatique. Il y a par exemple 7% des Français qui trouvent la navigation difficile sur un site Internet, 4% qui n'y vont pas souvent sur Internet, et en fait 12% qui n'y vont jamais. Et en fait, c'est quasiment 6 millions de personnes. Et en plus, 77% des Français déclarent naviguer facilement sur Internet, mais seulement 43% des 70 ans et plus. Ce qui veut dire tout simplement que les personnes un peu plus âgées, les seniors, ont des difficultés avec l'informatique et qu'il va falloir donc adapter pour ces personnes-là un service. Donc je ne pourrais pas faire du 100% digital, il faudrait toujours que j'ai du service avec des conseillers. Ou alors mixer les deux, par exemple avec du chatbot ou du callbot. Le callbot, qu'est-ce que c'est? C'est j'appelle au téléphone et j'ai un robot qui permet d'avoir un premier niveau d'information et ensuite de le passer au conseiller. Une des clés, et ça c'est vraiment ce que l'on voit nous chez nos clients, c'est clarifier la promesse et surtout la tenir. Je vous ai mis ici deux graphiques. En fait, tout simplement, c'est une étude qui a été menée par Élu Service Client de l'année qui indique en fait la moyenne de satisfaction pour les chatbots. On voit en fait que 2/3 seulement des clients sont satisfaits des chatbots et à peu près un peu plus d'un tiers, ne sont pas satisfaits en fait de la réponse apportée par un chatbot. Pourquoi? C'est toutes les raisons précédentes que j'ai évoquées. Pourtant, lorsque nous, on met en place un chatbot, là, je vous ai mis un exemple d'un de nos clients, si on a vraiment une mission déclarée avec ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, forcément, on arrive tout de suite à un avis positif parce qu'on a dit au client, voilà, je suis le chatbot bidule et je suis capable de vous aider pour ça et ça et ça. Si jamais si jamais on n'arrive pas à répondre à la demande, tout simplement, on propose, est-ce que vous voulez être mis en relation avec un conseiller, soit par chat, soit par téléphone, soit par formulaire. Et à ce moment-là, forcément, on est beaucoup moins déceptif et on n'essaie pas de dire le chatbot va répondre à toutes vos questions. Non, le chatbot va tout simplement répondre aux demandes auxquelles il aura été entraîné et il le fera le mieux possible et de la meilleure manière possible. Alors, si on veut automatiser, on parle de digital, et si on veut mettre un peu d'intelligence artificielle dans son parcours client, la première étape, ce qu'on recommande chez nos clients, c'est l'audit du parcours client. Le but, en fait, peut être double. Soit, en fait, on va essayer de fluidifier le parcours client, soit on va essayer de corriger des problèmes qui arrivent dans le parcours client. Alors, l'objectif est différent. Fluidifier, qu'est-ce qui se passe? C'est que forcément, on a un parcours client qui existe. La personne arrive sur son site internet, par exemple dans son espace client, et là, en fait, elle a des difficultés à utiliser l'outil. Et à ce moment-là, on va fluidifier le parcours client, par exemple en proposant un chatbot qui va se déclencher automatiquement dans le parcours client et qui va apporter des réponses ou qui va guider l'utilisateur. Ou alors, dans son parcours client, l'objectif, ça sera de corriger un problème, essayer de traiter une demande. Et là, on sera plutôt en curatif. Et là, typiquement, c'est par exemple pouvoir proposer un chatbot, un callbot, une solution de self-care, par exemple, pour faire un suivi de dossier. On a un exemple assez classique dans le domaine en fait des assurances. En fait, tout simplement, on va pouvoir déclarer un sinistre comme on le souhaite et on va pouvoir agir soit en correction, soit en fluidification. En fluidification du parcours client, c'est par exemple se dire, tiens, j'ai un callbot et au lieu d'attendre qu'un conseiller soit disponible aux horaires de bureau, généralement, ça va être du 8h30, 18h typiquement, et après 18h, on ne peut plus contacter un service client. Avec un callbot, on va pouvoir déclarer son incident, déclarer un problème et éventuellement avoir un premier niveau de traitement, et ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on est encore une fois dans un parcours client qu'on va fluidifier, on va identifier dans le parcours client quels sont les moments sur lesquels il peut être intéressant de faire intervenir du digital. Alors nous, quand on a ce genre de demande-là, on a quelques questions à poser. Le premier, et je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser lorsqu'on veut mettre en place du self-care en particulier, c'est
quel est le volume de demandes récurrentes et sans valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On a souvent des clients qui viennent nous voir, qui nous disent, voilà, j'ai envie de mettre en place un chatbot, j'ai envie de mettre en place un callbot. Et nous, on se dit, ben voilà, OK, c'est très simple. Dites-nous un petit peu quelles sont la nature des interactions et quelles sont les demandes les plus récurrentes que l'on peut traiter. Et là, ce qui est important, généralement, c'est d'aller voir son service client et lui demander, en fait, soit s'il a une typologie des demandes, de nous donner cette typologie-là, soit tout simplement si le service client a la possibilité de faire du bâtonnage. On va prendre pendant 2 jours le service client et on va leur demander, ben voilà, tu vas noter avec un conseiller, 2 conseillers, 3 conseillers, tu vas noter la nature des appels et la quantité. Donc on fait un simple bâtonnage et on est capable d'extrapoler avec l'activité totale du service client. Et on va se dire, ben voilà, dans ma journée, grosso modo, j'ai 10 appels sur du suivi, un appel de cas complexes, j'ai un appel de ceci, cela, et j'en ai 15 d'une autre demande. Avec ça, en fait, on est capable d'identifier le volume et la nature. Et là, à ce moment-là, on va se dire, bah tiens, dans mon volume, en fait, il y a peut-être cet élément-là qui est le suivi de commande, qui peut être quelque chose qui peut être intéressant pour moi à analyser. Donc ici, je me dis, tiens, voilà, le suivi de commande, c'est par exemple 15% des demandes que j'ai dans mon service client, et ça peut être intéressant de l'automatiser. Autrement, autre chose, c'est identifier les irritants remontés par les clients ou les prospects. Les deux sont intéressants. Les irritants remontés par les clients, c'est j'aimerais bien déclarer un sinistre, mais mon service client n'est pas disponible, vous n'avez pas été réactif, je n'ai pas été suivi, etc., etc. Donc on identifie dans les irritants quelque chose que l'on va pouvoir améliorer et automatiser. Si j'ai beaucoup de demandes par email pour faire un suivi de où on est ma livraison de colis, où on est ma prestation de service, à ce moment-là, je vais pouvoir faire une action là-dessus, qui peut être par exemple de la communication proactive, faire un suivi de dossier ou programmer automatiquement un ticket de rappel au niveau du centre de contact. Bref, là ici, je vais également travailler. Ça peut être également au niveau des prospects, des problématiques qu'ils rencontrent. Quels sont les points d'effort ou d'abandon? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de noter. Est-ce que dans mon parcours client, j'ai des moments où mon client réalise une action qui pourrait être améliorée? Alors, par exemple, l'abandon, c'est assez facile à analyser. Par exemple, je suis sur un site internet, je veux faire une demande de devis en ligne ou je veux faire une déclaration particulière. Au bout d'un moment, on voit que la personne, elle abandonne. On voit qu'il y a le formulaire qui n'est pas rempli. On voit que la demande de devis s'arrête aux 3/4. Peut-être qu'à ce moment-là, je me dis, tiens, il y a un problème d'accompagnement. Alors, soit bien entendu, je revois mon parcours, par exemple, de demande de devis, s'il n'est pas adapté, soit tout simplement, en fait, je vais proposer une aide ou un guide qui peut être, par exemple, une FAQ contextuelle. Ça peut être un chatbot, ça peut être un chat qui peut se déclencher. Là, encore une fois, on n'est pas obligé de déclencher à 100% cet outil-là. On peut le déclencher selon certaines requêtes ou certaines variables. Par exemple, on sait très bien que certains de nos clients nous disent non, voilà, moi je ne veux pas mettre en place le chat sur le site internet parce que je vais être pollué par beaucoup de demandes. Par contre, dans mon espace client, je veux mettre en place le chat parce que j'ai envie d'aider mes clients. Ou au contraire, je veux le chatbot sur l'espace visible du site web par tout le monde pour que le chatbot puisse un petit peu interagir, préqualifier des demandes. Et lorsque j'ai un gros volume d'appels ou de demandes, il va pouvoir comme ça traiter un certain nombre de ces demandes. Voilà. Les moments clés du parcours client, ça aussi c'est quelque chose qui est important de prendre en compte. Les moments clés, est-ce qu'il y a des moments que je dois absolument traiter? J'en parlais tout à l'heure, la déclaration de sinistre, c'est un moment clé du parcours client. Je suis par exemple client d'une mutuelle, j'ai le moment de la souscription, j'ai le renouvellement qui est un moment aussi du contrat qui est important, mais la partie déclaration, c'est vraiment un moment de vie important. À ce moment de vie important du cycle de vie du client, comment je peux faire pour fluidifier les choses? Comme je le disais, ça peut être un chatbot, un callbot qui va enregistrer une déclaration 24 heures sur 24 ou apporter un premier niveau d'information. Autrement, à l'inverse, au lieu de pouvoir automatiser, ça peut être aussi des moments où l'humain va apporter de la valeur.
On parle, si je reviens sur mon exemple de déclaration de sinistre, lorsqu'il y a un sinistre vraiment important, j'ai peut-être pas envie de déclarer un sinistre à un chatbot ou un callbot. J'ai plutôt envie d'avoir une personne au téléphone qui va avoir de l'écoute, qui va avoir de l'empathie. Typiquement pour peut-être un dégât des eaux quelque chose de simple comme ça, on va pouvoir accepter d'avoir un callbot. Par contre, si j'ai un accident de voiture, par exemple, ou si j'ai un incendie, s'il y a eu un décès et que je dois parler pour avoir une assurance de prévoyance, etc., j'aurais peut-être plutôt envie d'avoir un conseiller au téléphone ou alors je peux préenregistrer cette demande et ensuite avoir un rappel derrière. Voilà. Donc identifiez dans votre parcours client ces différents moments clés et répondez à ces quelques questions. Deuxième chose, une fois qu'on a listé des cas d'usage qui peuvent être automatisables et on va pouvoir intégrer du digital, tout simplement, il va falloir identifier ce que l'on peut faire véritablement. Puisque là, nous, on le voit chez nos clients, entre ce que l'on voudrait faire et ce qu'il est possible de faire, il y a souvent des différences, puisqu'en fait, le système d'information ne permet pas forcément d'avoir des réponses adéquates et correctes. Donc, ce qu'on va faire, on va donc identifier les demandes récurrentes à faible valeur ajoutée avec le bon degré de finesse. Un exemple, il n'y a pas très longtemps, on a travaillé avec un de nos clients dans le domaine en fait de la maintenance informatique qui nous disait, j'ai analysé les volumes de demandes, j'ai le cas d'usage 1, 2, 3, 4, 5 et par exemple, dans le cas d'usage numéro 4, j'ai les demandes de mots de passe. Et à ce moment-là, on se dit, ah super, il y a les demandes de mot de passe, oui, c'est des demandes à faible valeur ajoutée, c'est quelque chose en fait qui est assez récurrent, ça peut être intéressant. Sauf qu'en fait, en creusant en fait dans la nature des demandes, on s'est rendu compte qu'en fait, les demandes de mot de passe étaient assez diverses et variées. Ils maintenaient à peu près une 50aine d'applications et s'il était assez simple de retrouver les logins mot de passe pour des applications de type Windows, de type Office, c'était totalement différent pour des applications de type, par exemple, métier, des applications de type ERP, etc., etc. Donc dans ces cas-là, tout simplement, c'était pas possible de faire appel à l'automatisation. Il fallait toujours que ce soit l'humain qui soit fait. Donc finalement, c'était pas, par exemple, 1500 emails qu'on avait et 500 appels, mais c'était beaucoup moins d'éléments qui étaient automatisables. Donc ça, c'est vraiment important de savoir le nombre d'éléments qui sont automatisables et la finesse de cette automatisation qui serait potentiellement possible. Suite à ça, en fait, on va essayer de sélectionner la demande à automatiser qui offre le plus grand ROI. On l'a vu hier avec Solimut Mutuelle de France, Gérard Ameriot a bien dit, on peut très bien aller automatiser des choses, mais faut-il encore que cette automatisation apporte véritablement un ROI important. On peut dépenser 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, etc., etc. Mais il faut qu'après, derrière, cela apporte une vraie valeur ajoutée, soit pour le client, soit pour l'entreprise. Donc une fois qu'on a fait ça, on se dit ok, c'est bon, j'ai mon cas d'usage. J'ai quelque chose que je peux automatiser, que je peux digitaliser. Il reste maintenant à vérifier que ça va vraiment correspondre à un besoin et que la solution qu'on va mettre en place va véritablement répondre aux besoins du client. Et ce n'est pas si simple que ça. Nous, quand on met en place, par exemple, des chatbots ou des callbots, on a un gros travail sur le persona et le storytelling et l'outil. Je vous donne un exemple. Actuellement, on est en train de mettre en place un chatbot chez un pisciniste. Et c'est vrai que quand on a travaillé sur la mise en place, on dit, quelle est l'histoire et quel est en fait le parcours du client quand il fait sa demande. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Alors, dans quelle situation il est? Est-ce qu'il est au bureau, comme moi ici, et il est devant un ordinateur et il peut poser un certain nombre d'informations, ou alors il est dans un rayon et il a son smartphone. Ça a vraiment son importance parce que autant quand on est sur un bureau et qu'on a accès à ces emails, il est facile de trouver par exemple des numéros de commande, des codes clients ou des choses comme ça. En revanche, lorsqu'on est dans un rayon et qu'on doit en fait, par exemple, rechercher une information sur un produit, en fait, on n'aura pas cette information-là. On aura peut-être le numéro de téléphone de l'entreprise, on a son numéro de téléphone portable, mais on ne va pas pouvoir accéder à, par exemple, au numéro de commande. Par contre, si on est en rayon, on va pouvoir saisir immédiatement le code barre de l'article et on n'aura pas, par contre, le code article. Donc voilà, c'est cet aspect storytelling. Je me mets à la place du client et je me dis
comment il fait sa demande. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive vraiment à soulever et à creuser et ensuite à avoir un outil qui va vraiment répondre à la meilleure demande, puisque l'outil digital peut être divers et variés. Ça peut être du chat, ça peut être du chatbot, comme j'ai dit, une FAQ, ça peut être toutes sortes d'outils, ça peut être aussi un simple formulaire web qui permet d'avoir une demande et d'avoir une requête pour un suivi. Voilà. Donc, le dernier point à vérifier, c'est que, OK, on a fait ce storytelling, OK, on a défini cet outil, mais il faut vérifier en fait que la réponse qui sera faite en particulier dans le cadre du self-care, si elle est automatisée, il faut vérifier qu'elle est juste, fiable et satisfaisante. En particulier, lorsque vous allez, par exemple, faire du suivi de colis, du suivi de commande, du suivi de livraison, il faut être capable d'avoir une information qui est fiable. On a eu le cas de figure il n'y a pas très longtemps avec un de nos clients qui nous disait, voilà, nous on a toutes les informations dans notre ERP, le client a juste à donner son numéro de commande et on pourra lui dire si la commande a été expédiée, pas expédiée, le numéro de suivi, le numéro de commande, etc. Sauf qu'en fait, en creusant un petit peu les choses, on s'est rendu compte que dans le système d'information, il y avait parfois des dates qui étaient indiquées, qui étaient des dates en fait estimatives, qui n'étaient pas des dates réelles. C'était votre commande devrait être livrée la semaine prochaine, sauf que cette date de commande était vraiment une estimation. Et donc dans ces cas-là, il fallait prévoir dans le script que si la date de livraison prévisionnelle est dépassée, alors il faut plutôt indiquer tel message. Si cette date n'est pas dépassée, elle reste toujours valable. Si la date a été dépassée et qu'on a un numéro de suivi, à ce moment-là, on va afficher le numéro de suivi. Donc ça, c'est des éléments importants. Et toutes ces différentes étapes-là permettent de vérifier que la demande qui sera traitée en self-care sera véritablement accurate, qu'elle soit vraiment véritablement adaptée et qu'elle répondra directement aux besoins du client. Donc ça, c'est des étapes importantes. Alors là, je vais continuer un petit peu sur l'automatisation et puis après, on va parler sur la partie humaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et Chantal se fera un plaisir de me les donner juste à la fin de cette présentation. Donc là, on est sur la partie vraiment automatisation. Je vous donne en fait un cas pratique que vous pouvez retrouver sur notre site internet, c'est la société Primagaz. Primagaz, comme vous le savez, est tout simplement un fournisseur d'énergie, en particulier du gaz, et ils avaient en fait des problématiques de pic de demande. Dès qu'il y a en fait la saison froide qui arrive, ils ont des demandes qui sont très 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 importantes et ils peuvent avoir des pics très important uniquement à partir du moment où il y a une température qui est très basse parce que tout le monde se dit « Waouh, il commence à faire froid, il faut que j'aille vérifier avec ma chaudière, avec mon chauffage, si j'ai encore un niveau de gaz suffisant, etc. etc. » Et forcément, eux, ils ont un pic de commande qui est vraiment très important, un pic de demande qui est très important. Et donc, pour eux, un des enjeux, c'était de favoriser le self-care et ça a été aussi très utile en période de Covid puisque il y avait moins de conseillers qui étaient disponibles, on pouvait moins se déplacer en magasin, etc., etc. Et donc leur solution a été de mise en place un chatbot dans l'espace client. Ce chatbot en fait était connecté au système d'information avec un affichage conditionnel selon les types de clients et il a permis en fait de soulager les conseillers au téléphone en traitant automatiquement des demandes très simples telles que les demandes de prix, les relevés de compteurs et 2, 3, 4 informations comme ça. Donc en fait le but a été vraiment très simple. Ici ça a été de répondre aux besoins du client en limitant véritablement à 3 cas d'usage maximum pour ne pas avoir un effet déceptif. La suite en fait, est également d'avoir une réponse adaptée, donc réussir du premier coup son cas d'usage. Communiquer sur ce nouveau service, à chaque fois ils ont fait donc une communication par email dédiée en disant voilà, est-ce que vous saviez que vous aviez dans votre espace client la possibilité de faire tel suivi, telle chose, d'avoir tel relevé de compteur, etc., etc. Et bien entendu, toujours la possibilité d'aller faire une escalade vers un agent en rappelant le numéro du service client. Au final, en mettant en place ce chatbot-là, ils ont réussi à faire des économies puisqu'ils ont économisé l'équivalent d'un temps plein d'un conseiller, mais ils ont également assuré une meilleure fluidité et en période de Covid, c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant. Voilà, donc là j'ai parlé surtout de la partie fluidification, la partie automatisation, mais ce n'est qu'un des éléments. Dans la pyramide de l'expérience client, bien sûr la base c'est de fiabiliser les offres, les processus et d'avoir un rapport qualité-prix perçu qui est idéal. Donc ça c'est vraiment la base, les services, les produits vendus. Ensuite la qualité de service, on le sait très bien au niveau du service client, ça c'est quelque chose qui est essentiel et là le conseiller a tout son rôle à apporter.
Ensuite, on a vu ensemble la voix du client qu'on doit diffuser dans l'entreprise. Et ensuite, pourquoi pas, aller se différencier avec des services différents. La clé après, derrière, c'est d'anticiper et d'être proactif. Et là, en fait, on verra que l'humain a véritablement tout son rôle à jouer. Et je vais vous donner quelques exemples, des exemples assez personnels d'ailleurs sur le sujet. Pourquoi c'est important aussi d'avoir cet aspect digital? Parce que selon le canal, on va tout simplement avoir des exigences différentes en termes de réponse. On sait que sur le téléphone, il faut répondre en moins de 3 minutes, c'est ce que réclament les clients. Sur les réseaux sociaux, c'est moins d'1 heure. Par le chat, les gens n'attendent pas attendent moins de 2 minutes de retour. Et par email, on attend une réponse entre 4 heures et 24 heures. Donc voilà, c'est des exigences qui sont importantes. Et là, l'humain et le digital vont pouvoir agir de concert. Donc, comment on va pouvoir après apporter de l'émotion et aller sur ce fameux sommet de la pyramide? Tout simplement, le sommet de la pyramide, créer de l'émotion, ce fameux CX, Customer Experience, va être atteint en utilisant la promesse. Donc on aura des attentes, nos clients s'attendent à avoir une réponse en moins de 3 minutes, etc., etc. Ensuite, il y a la perception. Donc je m'attends à avoir par exemple un produit de qualité et finalement je le reçois, il est moins bon, donc je ne suis pas très content parce que entre ce que je voulais et ce que j'ai eu, j'ai pas eu tout à fait ce que je voulais. Et le facteur émotion qui sera beaucoup plus important. Par exemple, si j'ai payé cher, c'est quelque chose qui compte pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc en fait, je vais pouvoir travailler là-dessus. Donc bien sûr, cette première étape-là, c'est de travailler sur votre promesse, savoir qu'est-ce que vous promettez au client, ce que vous délivrez et l'émotion que ça peut entraîner. Alors donc ça c'est vraiment important et bien sûr s'il y a de fortes attentes et l'usage est médiocre, le client sera déçu. Au contraire, s'il a des attentes juste faibles ou normales et que l'utilisation est excellente, alors là vous aurez un fan. Donc là bien entendu c'est une partie un peu théorique, vous allez me dire c'est pas facile forcément d'avoir cet effet waouh et transformer quelqu'un en fan. Pourtant cet effet waouh peut être programmé ou au contraire peut être spontané. Moi, je distingue vraiment 2 notions, le programmé et le spontané. Alors, je parlais d'un premier niveau, pour moi, c'est le spontané. L'effet waouh spontané, je donne un exemple très simple. Il y a 2 semaines, je suis allé chez le fleuriste Monceau-Fleurs, et donc j'étais allé avec ma fille de 2 ans et demi, et donc on était allé chercher un bouquet de fleurs. Donc moi, je prenais un simple bouquet de fleurs, je l'ai pris, je suis allé faire la queue dans la caisse, pour aller à la caisse, et là, en fait, avec ma fille, on attendait, puis je lui disais, tiens, regarde les fleurs, etc., etc. Et comme on était 3, 4, 5 dans la queue, tout d'un coup, il y a la fleuriste qui est venue me voir et qui a donné une petite fleur, là, la fleur que vous voyez là, à ma fille. Et ma fille de 2 ans a fait « Waouh, une fleur !» Et elle l'a gardée contre elle pendant tout le trajet. Elle a montré à ma femme quand elle est rentrée « Regarde, j'ai une fleur pour toi, maman !» Et c'est vrai que cet aspect était véritablement waouh. Je m'y attendais pas. La personne à la caisse avait aucun intérêt à le faire. Je venais juste chercher un pot de fleurs avec des fleurs. Et là, waouh! Il y a eu un effet waouh, et c'est vrai que maintenant, à chaque fois que j'irai chercher des fleurs, j'irai tout le temps dans ce magasin-là. Et j'ai laissé un avis sur Instagram, je crois que j'ai laissé un avis sur LinkedIn, et donc j'ai montré mon contentement et pas justement mon mécontentement. Donc comment on arrive à avoir cet aspect spontané? Cet aspect spontané est soit lié à la personnalité, donc recruter les bonnes personnes dans son service client ou dans son entreprise, mais c'est également quelque chose qu'on peut provoquer avec tout simplement des formations, on en a parlé beaucoup, la formation, la culture client, donner de l'autonomie, permettre aux clients d'avoir de l'empathie et avoir de la confiance en ses employés. Ça, je vous renverrai aux différents ateliers qu'on a eu aujourd'hui, en particulier celui qu'on a eu avec la marque et Orange Bank qu'on a eu en début d'après-midi. Donc ça, c'est la première chose. Après, je parlerai du deuxième effet waouh qu'on peut avoir, c'est l'effet programmé. Alors, l'effet programmé est un peu plus difficile à faire, puisqu'en fait, il s'agit en fait d'automatiser ou de préparer des choses en avance. Alors, il y a 2 ouvrages que j'aime beaucoup sur cette thématique-là. Le premier, c'est Jonathan Lefebvre, qui a écrit un livre qui s'appelle L'obsession du service client. En fait, il explique comment une start-up comme Captain Train a créé en fait une expérience client entre guillemets extraordinaire
livre en jouant sur 2 leviers, on va dire même 3 leviers. Le premier, c'était l'optimisation continue des produits. Donc les réclamations clients permettent d'aller alimenter le produit et de le faire évoluer. Deuxième chose, c'était les outils. Utiliser des outils de service client, digitaux ou pas, qui permettent en fait d'automatiser un maximum de process. Et la troisième chose qu'il met en avant, c'est la rapidité. Donc s'il y a vraiment 3 choses à retenir de ce bouquin, c'est ça, c'est la réactivité. Il le dit dans son livre, un des moyens d'étonner et d'avoir un facteur waouh, et qui était une grande force chez Captain Train, c'est d'avoir une réactivité immédiate, avoir des outils qui permettent de répondre immédiatement. En même temps, je dirais pour englober tout ça, c'était la confiance, donner la confiance aux collaborateurs et un petit peu comme le disait Marie-Louis Julien de la marque, accorder une délégation pour traiter automatiquement les demandes par les clients. Deuxième livre de référence que je vous invite à lire, qui est en fait Ces moments qui comptent de Chip Heath et Dan Heath, donc les frères Heath, qui ont sorti en fait un livre intéressant qui explique que l'on peut créer des moments et créer des moments waouh en analysant son parcours client et en analysant ce que vivent les clients. Il part du principe que un parcours d'achat ou un parcours client contient en fait des moments plus ou moins importants. On a l'achat, on a quand on ouvre le colis, quand on l'utilise pour la première fois, quand on a le premier problème, etc., etc. Il explique que l'expérience client n'est pas la cumulation de ces différents moments, mais plutôt différents moments qui sont clés, qui vont être importants, et il y a certains moments qui comptent plus que d'autres. Par exemple, lorsqu'on va à un parc d'attractions, on se souviendra au début, si on demande aux personnes de quoi vous vous souvenez de votre séjour au parc d'attractions, on ne se souviendra pas forcément du début avec le contrôle et la fouille des billets, sauf si on nous interroge juste après ce contrôle des billets. Mais par contre, on se souviendra bien de la première attraction, l'attraction qui a fait vraiment waouh. Et par contre, on aura peut-être une image négative qui est le moment du restaurant parce que c'était pas très bon, c'était pas très frais, on a fait la queue pendant une demi-heure, etc. Et donc en fait, au lieu d'avoir tous des moments comme ça dans son parcours, on se souviendra que des moments clés. Et le but en fait de ce livre, c'est de travailler et de créer, c'est ça qui est important, de créer ces moments clés. Et il donne un exemple qui est assez intéressant que j'illustre ici avec des photos. C'est l'exemple de la Popsicle Hotline qui est en fait dans un hôtel aux États-Unis. Donc c'est un hôtel qui pète pas de mine. Au contraire, je trouve qu'en ayant vu des photos qui est pas très beau, vous voyez, c'est un hôtel qui est en bleu et jaune, qui n'est pas très classe, très luxueux et qui pourtant a les meilleures notes des hôtels de sa région. Pourquoi en fait ils ont une meilleure note que tout le monde? C'est que tout simplement ils ont pensé l'expérience client de manière totalement différente et ils ont pensé l'expérience client pour créer des moments waouh. Par exemple, ici, on voit cette fameuse Popsicle Hotline. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait à côté de notre piscine, il y a un téléphone rouge où les enfants ou même les parents peuvent appeler au téléphone et dire « Bonjour, je suis à la piscine, est-ce que vous pourriez m'envoyer une glace à la fraise ou à l'orange ou au curaçao ?» Donc en fait, les gens comme ça ont une expérience un peu marrante, ils appellent au téléphone, il y a quelqu'un qui arrive avec un petit plateau, normalement ils ont des gants blancs, et disent « Voilà, voici votre glace » et les enfants adorent ça. Et ça crée un moment waouh. Ils ont fait exactement la même chose avec les vêtements. Si vous voulez en fait faire nettoyer vos vêtements, vous déposez comme ça vos vêtements sales et vous les récupérez tout à fait propres directement dans votre chambre avec un petit mot écrit. Donc en fait, cet hôtel-là a créé des moments qui sont préprogrammés et qui sont exceptionnels. Ils auraient pu très bien mettre un bac à glace près de la piscine et que les gens puissent se servir en libre service. Non, ils ont décidé véritablement de créer un moment qui est totalement spécifique et totalement inédit. Donc là, c'est un des exemples en fait que vous avez dans le livre et je vous invite à les retrouver. Et ce principe de créer des moments, on l'a vu également lors de ces 2 jours, par exemple avec Vianney de Géodis, Vianney l'aveugle, qui a expliqué comment il a créé un moment avec ses collaborateurs, avec la mise en place de 2 jours de formation plénière dans les locaux de Géodis à Paris pour donner cette culture client. Donc créer un moment avec un avant-après. Donc voilà. Alors, comment créer un moment d'émotion? Vous allez me dire, c'est pas si simple que ça, c'est compliqué. Je vous donnerai un exemple très personnel. Par exemple, en fait, j'ai coécrit un bouquin sur le growth hacking, et c'est vrai que quand les gens me disaient, tiens, est-ce que je peux avoir ton bouquin? Oui, bien sûr, je te le dédicace, je te l'envoie. Et je me suis dit, waouh, Fred, c'est vrai que tu envoies un bouquin, tu as une dédicace, tu l'envoies par la poste, c'est bien, mais est-ce que tu peux pas créer un moment waouh? Et je me suis dit, ouais, Fred,
il faut que tu penses à quelque chose. Qu'est-ce qui ferait que les gens vont se souvenir de ton envoi de bouquin, ils vont se dire « Ah, tiens, super !» etc. Donc je me suis dit « Tiens, je dois essayer de faire quelque chose d'un petit peu personnalisé, d'exceptionnel. » Puisqu'en fait, c'est un des leviers que vous pourrez découvrir dans le livre « Ces moments qui comptent ». Donc je me suis dit « Tiens, je vais peut-être essayer de dessiner quelque chose. » Sauf qu'en fait, je dessine quasiment aussi bien que ma fille de 3 ans. Donc je me suis dit « Donc je ne serais pas capable de dessiner quelque chose de bien. » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en fait des petites gommettes et en fait je colle 3-4 gommettes dans un marque-page et j'écris en fait des petites citations en plus de ça. Et c'est vrai que depuis que je suis passé à la dédicace simple, à la dédicace plus marque-page personnalisé, j'ai des retours de beaucoup plus de personnes qui se prennent en photo, qui me disent « Waouh, super, merci, c'est sympa, etc., etc. » Donc voilà, on peut créer des moments d'émotion, on peut créer des moments waouh. Alors je vais terminer en fait ma présentation avec 2 autres exemples. Là, on a parlé des moments waouh, mais on peut très bien le faire par le proactif. Le proactif, c'est de surprendre les gens et d'apporter de l'humain. L'apporter de l'humain, ça se fait par exemple chez Prévoir, qui est un de nos clients. Donc Prévoir, en fait, a mis en place 2 campagnes d'appels proactifs qui ont eu un impact très important. La première campagne, qui concerne à peu près 3000 appels à l'année, c'est l'appel de bienvenue. Ils ont constaté une chose importante, c'est dans leur parcours client, ils se rendent compte qu'un nouveau client est moins fidèle, surtout dans les 2 premières années. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à le fidéliser au départ, il a de grandes chances de changer. Par contre, si un client est fidèle dès le départ, il restera pendant des années, des années. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, voilà, on va faire un appel proactif de bienvenue pour tous les clients en dehors de toute demande. Et leurs résultats ont été vraiment surprenants parce que le taux de sortie a été divisé par 3. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en fidélité de manière vraiment très significative. Un simple appel proactif lors de la période de bienvenue, rien que pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça se passe, si les gens ont des questions, alors leur a permis d'augmenter de manière très significative la fidélisation de leurs clients. Deuxième campagne, une campagne en fait direction retraite. C'est tout simplement en fait Prévoir qui fait donc de la prévoyance, qui a mis en place une campagne d'appel qui ciblait cette fois leurs adhérents qui tout simplement allaient partir à la retraite. C'était pas quand ils allaient libérer en fait leur plan retraite et le toucher, mais un petit peu avant, quelques semaines, quelques mois avant, pour tout simplement les aider à préparer ce changement qui est vraiment un changement important dans leur vie, dans leur épargne. Donc ce focus a été mis sur les clients fidèles pour tout simplement continuer à les accompagner. Continuer à les accompagner, c'est quoi? C'est leur dire oui, je vais vous aider à préparer ce changement, à débloquer votre épargne, mais surtout après, à leur proposer des produits de Prévoir pour placer en fait leur épargne. Parce qu'ils se sont rendus compte tout simplement que ces personnes-là, si on ne les accompagnait pas, allaient placer après leur argent dans d'autres types de produits financiers et qu'ils perdaient en fait cet accompagnement et ils perdaient ce chiffre d'affaires entre guillemets s'ils n'avaient pas cet accompagnement-là. Donc leur solution, c'était tout simplement un appel proactif 2 ans avant la retraite avec des conseils pour un programme sur mesure qui s'appelle Direction Retraite. Alors ce programme est assez récent, mais ils expliquent en fait que ça a des retours encourageants et que grâce à ce programme-là, ils arrivent à tout simplement à faire signer leurs clients sur d'autres produits de leur gamme de produits. Là encore, je fais écho à l'atelier de ce matin qu'on a eu avec l'ADTEM, avec Maryse Mougin, qui expliquait bien que faire de l'expérience client pour de l'expérience client, ça ne sert à rien. Il faut que l'expérience client soit au service en fait, de la rentabilité de l'entreprise. Et donc là, on est typiquement dans ce cas de figure-là. Voilà. Donc, changer la culture, je vous expliquais l'action de Géodis. Créer un moment avant-après, c'est l'élévation. Pride, Insight, Connection, c'est ce qu'on voit exactement dans le livre « Ces moments qui comptent ». Je vous laisserai après regarder les slides si vous le souhaitez. Donc, créer un moment de fierté, être connu, comprendre tout ça. Voilà. J'arrive à la fin de cet atelier, j'ai un petit peu débordé de 10 minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour offrir un effet waouh et pour améliorer l'expérience client, il faut bien sûr clarifier la promesse et surtout la tenir. Ensuite, offrir la qualité de service minimale qui est attendue, automatiser ce qui peut l'être et créer des moments, en particulier grâce à l'humain. Voilà, donc on arrive à la fin de cet atelier et même en fait, je ne sais pas si on va prendre une question. Allez, je vais prendre une question pour qu'on ait encore l'occasion d'entendre la douce voix de Chantal. Non, Fred, on ne va pas avoir le temps pour des questions, parce qu'effectivement, le temps est un peu imparti. En revanche, je souhaitais relayer le commentaire de Gwen Rio, je vais la citer du coup,
qui dit quelle superbe intervention, tout y est, je bois du petit lait. Ah bah, donc tant je mieux. pense que pour un final, c'est un magnifique final qui clôt ces 2 journées. Et puis j'en profite pour te remercier au nom de toute l'équipe. Non, nous allons rester cachés. Au nom de toute l'équipe d'Éloquent, on tient à te remercier d'avoir porté à bout de bras ces 2 journées. Au nom des intervenants aussi qui ont beaucoup apprécié. Voilà, donc je souhaitais te bien, Chantal et Armelle et Hervé aussi, venez comme nous voir, qu'on voit un petit peu le back-office. On n'est pas maquillés. Donc allez Armelle, viens nous faire un petit coucou. Elles sont un peu timides, nos 2 stars des coulisses. Donc voilà, merci pour ce magnifique final. Je souhaitais aussi donner rendez-vous à nos auditeurs à 2 événements phares. Nos amis de Élu Service Client de l'année qui ont leur gros événement demain, donc un événement digital et gratuit, demain à 17h30. Une explosion de joie, de célébration, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps, Élu Service Client de l'année. Et puis la marque, le 27 novembre, à partir de 9h le matin, une convention digitale avec de la bonne humeur, du partage, comme d'habitude. Et voilà, donc soyez présents, ça fait du bien en ce moment d'avoir des événements décalés, joyeux. Merci Chantal. Donc, rendez-vous bientôt pour les prochains événements. La semaine prochaine, le 23, vous pourrez télécharger le livre blanc Énergie Eau d'Éloquent et nous vous donnons rendez-vous pour des prochains webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire et bien entendu, vous recevrez les replays et toutes les présentations. À bientôt.